Et bonjour, donc on se retrouve pour une nouvelle audition de la commission d'enquête. Et aujourd'hui, on est avec Lamia Essemlali, qui est fondatrice et présidente de l'ONG qui s'appelle Sea Shepherd France, qui travaille notamment sur les questions de pêche, des océans, des mers. Enfin, je vais laisser Lamia se présenter. Merci d'avoir accepté notre invitation et je vous laisse la parole. Bonjour. Donc effectivement, je suis cofondatrice et présidente de l'antenne française de Sea Shepherd et je suis aussi co-directrice de l'antenne internationale, ce qui fait que je travaille sur les problématiques liées à l'océan au niveau français et au niveau international. Euh, c'est particulièrement intéressant de travailler sur l'antenne française parce que la France a un rôle vraiment déterminant dans la question de l'océan, puisqu'on est le deuxième plus grand territoire maritime au monde après les États-Unis. Et on est le seul pays à être présent sur tous les océans de la planète. Donc en fait, il y a un enjeu qui est colossal, qui repose sur la responsabilité de la France. Et dans le même temps, on est très 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 loin d'être à la hauteur. Ça, je pense que j'aurai l'occasion de le développer un petit peu tout à l'heure. Voilà, le modus operandi de Sea Shepherd, à la base, c'est surtout l'anti-braconnage, donc toutes les atteintes illégales à la vie marine. Donc, on récupère des milliers de filets interdits, illégaux dans les océans. On est connu beaucoup pour les campagnes contre la chasse baleinière en Antarctique, dans l'hémisphère sud. Donc une chasse baleinière que le Japon ne pratique plus, heureusement. Il s'est retranché dans ses eaux territoriales. Mais du coup, le sanctuaire baleinier est enfin un vrai sanctuaire. C'est un sanctuaire à l'initiative de la France, hein, et un très bon exemple, une très bonne illustration de ce que peuvent être les déclarations d'intention et le fossé qui existe entre ce qu'il y a sur le papier et ce qui se passe sur le terrain, puisque pendant près de 15 ans, il n'y a eu que les navires de Sea Shepherd dans ce sanctuaire pour le faire respecter. Et aucun État n'a jamais voulu être sur place pour empêcher la chasse baleinière. Donc voilà, on est beaucoup connu pour ça, mais on travaille vraiment sur la vie marine dans son ensemble, et ça va du krill aux baleines, en passant par les requins, les thons, les concombres de mer. C'est juste qu'il y a des missions qui sont un peu plus emblématiques que d'autres, parce qu'il y a il y a des espèces qui sont plus charismatiques et qui parlent plus au grand public. Voilà, donc on travaille aussi depuis quelques années maintenant de plus en plus avec des États, des gouvernements, donc notamment plusieurs États africains, le Gabon, le Bénin, la Tanzanie, le Libéria. Il y en a d'autres sur la liste qui devraient arriver d'ici l'année prochaine, le Mexique, l'Équateur. Voilà. On a proposé à la France, hein, de travailler en commun avec la marine, notamment parce qu'on a quand même plus de 11 millions de kilomètres carrés d'air maritime à protéger, et qu'on n'a absolument pas les moyens de le faire, sauf que malheureusement, pour l'instant, la France nous répond merci, mais non merci. Donc voilà, ça changera peut-être. C'est dommage, hein, parce que notamment en Italie, on a des campagnes en Méditerranée. En Italie, on travaille en coopération avec la marine italienne et ça donne des résultats vraiment satisfaisants. Voilà, la France ne veut pas en entendre parler pour l'instant. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? On développe aussi de plus en plus des campagnes de sensibilisation. On est moins connu pour ça et pourtant on le fait beaucoup. Donc on sort des livres, des documentaires, et on a tout un programme qui s'appelle Sea Shepherd Kids, qui s'adresse aux enfants, parce que les enfants sont très attirés par le monde marin, par les animaux, ça c'est connu, mais aussi par le mode d'action de Sea Shepherd et toute l'imagerie de la piraterie, puisque notre logo, c'est un logo de pirate revisité. Et ça parle énormément aux enfants. Ils sont extrêmement sensibles à ces questions-là. Et donc, on a développé tout un programme d'éducation et de sensibilisation adressé aux enfants, qui s'appelle Sea Shepherd Kids, sur la problématique de la protection de l'océan. Ok, super. Merci pour cette présentation. Alors peut-être pour rentrer dans le vif du sujet, la première question que je voulais vous poser, c'est, bon, on est dans une période on va dire, exceptionnelle de pandémie, avec la moitié de l'humanité qui est confinée. Est-ce que dans cette situation, on peut observer une baisse de la pression sur l'exploitation maritime? Est-ce que cette baisse, elle est due au fait qu'il y ait moins de demandes? Est-ce qu'elle est due au fait que les responsables de la pression maritime sont confinés et ont mis en suspens leur activité? Bref, en gros, quel est l'impact de la situation actuelle sur les problématiques sur lesquelles vous travaillez au quotidien? Alors effectivement, clairement, il y a une baisse de la pression parce qu'il y a moins de navires de pêche en mer. Malheureusement, les navires industriels qui, eux,
ne vendent pas du poisson frais. En fait, ils congèlent et ils restent pendant des semaines en mer. Ils ne sont pas trop gênés par ça, donc ils continuent allègrement comme d'habitude. Sur les navires plus petits, il y en a qui continuent à sortir, mais il y en a beaucoup qui restent à quai. Les criées sont fermées et c'est vrai que vendre du poisson frais aujourd'hui, c'est devenu plus compliqué. Du coup, et puis il y a moins de demandes, c'est compliqué pour les gens de se rendre en poissonnerie. Alors il y a encore des supermarchés qui proposent un peu de poisson, mais il y en a beaucoup moins. Ce qu'on redoute, nous, c'est l'après-confinement, parce que là, effectivement, il y a une petite pression qui se relâche. Donc, je pense que mis bout à bout, c'est quand même plusieurs milliers de kilomètres de filets en moins qui sont posés sur la façade atlantique. Je parle que pour la France et en Méditerranée chaque jour. Donc ça a forcément un impact. Il y a des poissons qui auraient dû être pêchés qui ne le sont pas. Le problème, c'est qu'on entend déjà les demandes de report de quotas, c'est-à-dire tout ce qui n'a pas été pêché maintenant doit être absolument pêché la saison prochaine. Et on a peur qu'on ouvre les vannes en grand pour, entre guillemets, rattraper le retard. Dès que ce sera possible. Et là, si on a gagné une toute petite avancée, elle sera perdue et peut-être même qu'on aura fait encore 3 pas en arrière. Ce qui est intéressant de constater là-dessus, c'est que y a des gens qui ont arrêté de manger du poisson pendant cette période de confinement. Et ce qui serait intéressant, c'est que du coup, ils se rendent compte aussi que ça n'est pas une denrée de première nécessité, ça n'est pas vital. Le problème avec la pêche et la façon dont on prédate l'océan, c'est qu'on considère les poissons comme de la nourriture et sans même se poser la question, en fait. Il y a plein de gens qui mangent du poisson alors qu'ils pourraient tout à fait manger autre chose, très facilement. Voilà, il y a des réflexes du « moi, qu'est-ce qu'on mange ce soir ? Tiens, on va se faire un sushi ». Sauf qu'aujourd'hui, les gens ne font pas la connexion entre le fait qu'on surpêche et le fait qu'on est en train de tuer littéralement l'océan. Parce que là, les scientifiques sont vraiment unanimes sur la question. La première menace qui pèse sur l'océan aujourd'hui, c'est la pêche. Voilà. Et la pêche, elle est là pour répondre à une demande en poisson qui a explosé ces dernières années. On a plus que doublé la consommation de poissons en France sur les 50 dernières années. On mange beaucoup trop de poissons par rapport à ce que l'océan est capable de fournir. Mais en fait, tout est fait pour qu'on ne soit pas conscient de ça. Quand on regarde les recommandations de l'OMS, ils recommandent 2 portions de poissons par semaine et par habitant. En fait, c'est mathématique. Si vous appliquez ça à 7 milliards d'êtres humains, on atteint le double de ce que l'océan contient en poissons, sans même compter la part de poissons qu'il faut laisser aux prédateurs marins, donc les dauphins, les requins, qui, eux, n'ont pas d'alternative. On ne va pas leur demander de manger autre chose. Donc, c'est absolument intenable. Et ça, c'est un vrai problème. Et il y a des gens qui nous demandent régulièrement, alors qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour aider à protéger l'océan ? La réponse, en fait, elle est d'une simplicité désarmante. C'est parce que vous mettez dans votre assiette que vous avez le plus gros impact. Et en l'occurrence, se passer de manger du poisson, c'est possible, c'est même facile pour une majorité d'entre nous. Pas pour tout le monde, il y en a qui en dépendent. C'est un fait, mais c'est une minorité. C'est une minorité. Le problème, ce n'est pas cette minorité. Le problème, c'est l'écrasante majorité de gens qui mangent du poisson comme ils mangeraient n'importe quoi d'autre, des pommes qui poussent dans les arbres. Enfin, c'est vraiment notre approche où on considère l'océan comme un garde-manger inépuisable. Et toutes les méthodes de pêche destructrices qui ont été mises en place, elles ont été mises en place pour fournir le plus de poissons possible, le plus vite possible, à un prix le plus bas possible. Voilà. La pêche aujourd'hui, c'est la seule activité de chasse qui est industrialisée. C'est de la chasse, en fait. C'est de la chasse appliquée au milieu marin. Or, même dans l'imaginaire collectif, même dans la façon dont certains scientifiques présentent l'activité de pêche, on nous présente ça comme si c'était du maraîchage. On parle de la production du secteur pêche, mais le secteur de la pêche ne produit absolument rien. On ne sème pas des graines dont on va récolter ensuite la culture. C'est la mer qui produit. Ce sont les animaux marins, ce sont les prédateurs marins qui fertilisent l'océan par leurs excréments. Donc, il y a des espèces clés de voûte, comme les requins, comme les baleines, les phoques, qui fertilisent tout ça. Ce sont eux qui produisent, en fait. Nous ne sommes que des pièces rapportées. Nous ne faisons que prendre. Si nous laissons quelque chose, ce sont des déchets.
notamment des déchets plastiques. Et notamment, ce qui est intéressant, c'est que la majeure partie des macro-déchets plastiques sont des résidus de filets de pêche. Ce ne sont pas des pailles en plastique, même si les pailles en plastique et le plastique à usage unique est une aberration et il faut l'interdire, ça, c'est pas moi qui vais dire le contraire. Mais on occulte la première source de macro-déchets plastiques dans l'océan, qui est elle aussi liée à l'activité de la pêche. Donc voilà, déjà resituer les choses. Les pêcheurs ne sont pas des agriculteurs, ce sont des chasseurs. C'est important aussi de le comprendre comme tel. On est dans une activité de prédation industrialisée qui n'a aucune comparaison sur le milieu terrestre. Voilà. Donc changer notre rapport à ça, c'est très important. Il y a aussi un autre écueil dans lequel on tombe assez facilement, c'est la notion de petite pêche, de pêche artisanale, pêche industrielle. Bon, déjà, on ne met pas tous la même chose sous ces appellations-là. Alors, je pense qu'on est à peu près tous d'accord, à part les gros bonnets, les gros armements qui se font des fortunes avec la pêche industrielle. On est à peu près tous d'accord entre écologistes et représentants de petite pêche pour dire que la pêche industrielle est une aberration et qu'il faut absolument l'interdire. Le grand public en a aussi de plus en plus conscience. C'est pas forcément pour ça que ça se traduit dans ses achats du quotidien, hein, parce que quand on va acheter des bâtonnets Findus, très clairement, là, c'est de la pêche industrielle et pourtant, les gens ne font pas encore tout à fait le rapprochement. Le problème, c'est qu'on tombe aussi dans les cas, alors c'est pour ça qu'il y a tout cet engouement pour les labels qui nous vendent une pêche durable, parce qu'il y a quand même donc une prise de conscience du grand public qui veut quand même manger de façon plus responsable, mais qui ne veut pas quand même arrêter de manger du poisson parce que ça semble un peu trop extrême. Et voilà, j'ai entendu plusieurs fois le terme d'écologie punitive, voilà, mesure trop radicale, etc. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce qui est en train de détruire l'océan aujourd'hui, c'est la pêche industrielle, mais c'est aussi la multiplicité des pêcheries artisanales qui ne sont pas du tout sélectives et qui, à elles seules, suffisent tout à fait à détruire la mer. Il y a un très bon exemple pour ça, c'est celui de la mer Méditerranée. La mer Méditerranée est la mer la plus surpêchée au monde. 92% des bateaux qui pêchent en mer Méditerranée font moins de 12 mètres et font de la pêche locale. Ils ont décimé la mer. Voilà, parce qu'ils ont des méthodes qui ne sont pas du tout sélectives, parce que chaque bateau peut poser des dizaines de kilomètres de filet, parce qu'ils font de la pêche par DCP, etc. Et donc, mis bout à bout, le carnage est le même. Donc, c'est vrai que c'est un raccourci de se dire, alors, on va prendre uniquement du poisson pêché localement par le petit pêcheur du coin. Mais nous, on a eu des exemples, même en mer, dans le golfe de Gascogne, petit bateau de 12 mètres avec des dauphins dans son filet. Voilà. Petit bateau de 12 mètres, pareil, qui revient avec 4 requins renards à gros yeux, qui sont une espèce protégée. Petite pêche ne veut pas dire pêche sélective, ne veut pas dire pêche vertueuse. Il y a une équation qui est insoluble, c'est que nous sommes trop nombreux pour manger du poisson. Aujourd'hui, le fait de manger du poisson contribue de façon primordiale à la destruction de l'océan et donc à la destruction de la planète. Puisque la pêche est la première menace qui pèse sur l'océan, puisque si l'océan meurt, nous mourrons tous, puisque l'océan est la première machine de régulation du climat, la première source d'émission d'oxygène que nous respirons. Enfin, les enjeux sont colossaux et on n'est pas prêt à renoncer à manger des sushis. Ah, donc c'est assez dramatique. Et en même temps, tout est fait pour que la prise de conscience ne s'opère pas. Alors, merci pour ça. Je pense que c'est très clair et ça cerne bien les enjeux. Je me permets juste, je pense que ça pose des questions sur l'après, la réglementation, tout ça. Et je voudrais juste, dans un premier temps, revenir un tout petit peu sur la situation actuelle. J'ai bien compris ce que vous disiez, c'est-à-dire le risque, c'est que finalement, on essaye de rattraper le retard après. Néanmoins, je voudrais juste savoir si, dans la situation actuelle, malgré le fait que ça soit tragique pour plein de gens, est-ce qu'il y a des aspects positifs? Je pense par exemple à des espèces qui sont dans des phases de reproduction. Est-ce qu'on peut espérer, on va dire,
que le temps du confinement ait quand même fait du bien, j'ai envie de dire, à nos océans et à nos espèces. Alors, c'est indéniable que ça fait du bien. Par contre, il faut se méfier aussi des fausses impressions d'explosion de la vie, parce qu'on voit des baleines se rapprocher des côtes, des dauphins, etc. Donc, c'est génial. En fait, ces animaux sont là. C'est juste qu'on les voit parce que l'activité, le trafic maritime est moindre. Du coup, il y a moins de nuisances. Donc ils se rapprochent et ils occupent un espace que nous occupons habituellement et que nous avons laissé temporairement vacant. Donc, la levée du confinement va siffler la fin de la récréation et malheureusement, voilà, on sera de retour à la case départ. Sur la question effectivement de reproduction, oui, pour les espèces qui sont en pleine phase de reproduction, c'est un allègement de la pression qui est bienvenu. Encore une fois, le problème, c'est qu'on entend déjà dans le secteur de la pêche tous ceux qui disent bon, c'est génial, en fait, il va y avoir encore plus de poissons, donc on va pouvoir encore plus se gaver Mm. la prochaine fois. Donc, c'est pour ça que j'ai peur que ce soit en fait un petit pas en avant qui ait permis ce confinement, qui nous fasse faire 2 ou 3 pas en arrière à la sortie du confinement. Voilà. Ok, je comprends. Juste une dernière question sur la situation actuelle. Là, elle n'est pas positive, elle est négative. Est-ce que, euh, est-ce que le fait qu'il y ait cette situation de confinement, j'imagine par exemple que de votre côté, ça a gelé des patrouilles ou des bateaux. Mm. Est-ce que par ailleurs, aspect négatif, on n'observe pas aussi une augmentation des pratiques illégales, du Bien braconnage? sûr. Bien sûr. Ouais. Malheureusement, oui, c'est le cas. On a 2 bateaux qui devraient être en train de patrouiller en Afrique à l'heure actuelle et qui sont donc bloqués, un à La Rochelle et un à Tenerife. Et voilà, les retours qu'on a sur le terrain, c'est que les braconniers savent très bien que nous ne sommes pas là. Et donc s'en donnent à cœur joie. Donc ça, c'est très frustrant pour nous. Idem à Mayotte, l'île française de Mayotte, dans l'archipel des Comores, où on fait habituellement des patrouilles anti-braconnage sur les plages parce que les tortues sont massacrées pour la viande. Donc elles montent sur les plages pour venir pondre et elles sont tuées à ce moment-là parce qu'il y a un marché noir de viande de tortue, qui est une espèce protégée, je le rappelle. Et là, malheureusement, c'est open bar pour les braconniers. Les retours qu'on a sont catastrophiques. D'accord. Super. Alors, enfin, super. Enfin, super, je sais pas, mais Super pour c'est la clair en réponse à tout la cas. question. Ouais. Pas super pour ce qui se passe. Bon, ok, donc là, on est dans cette situation-là. Vous avez vu que les pouvoirs publics, que ce soit nationaux ou européens, mettent en place des mesures de soutien. Là, je pense au secteur de la pêche, aux pêcheurs, etc. J'ai bien compris la distinction que vous faisiez, ou en tout cas le fait qu'il ne s'agit pas de distinguer seulement pêche industrielle et pêche artisanale, et qu'il faut être peut-être plus sélectif dans les méthodes de sélection. Mm. Est-ce que vous avez l'impression que les dispositifs qui sont mis en place aujourd'hui essayent d'être sélectifs, ou est-ce qu'en réalité, ils ont mis, on va dire, au deuxième plan la question de la manière avec laquelle est traité l'océan? Ça n'a jamais été un critère prioritaire, malheureusement. Sinon on n'en serait pas là. Là, effectivement, on aimerait bien savoir comment vont être distribuées les subventions. Pour le coup, ça va se décider entre amis, parce que c'est assez opaque sur cette question-là. On peut s'attendre à ce que les comités des pêches tirent la couverture à eux, comme ils le font habituellement. Et dans ce cas-là, ça se fera à l'avantage des plus gros. Les comités des pêches, pour résumer, c'est un peu à la pêche ce que la FNSEA est à l'agriculture. Donc voilà, il se cache aussi derrière l'image d'Épinal du petit pêcheur qui fait de la pêche de subsistance pour sa petite famille, alors qu'en fait, il défend surtout les intérêts des gros armements et des bateaux les pires qui soient. Euh, voilà, a priori, c'est un peu parti comme d'habitude. Mais il y a tout à revoir sur la politique des pêches, il y a tout à revoir sur effectivement les critères de sélection des pêcheries qui devraient être aidées, des choses qu'il faudrait changer. Mais même dans les textes de loi eux-mêmes, on est dans des situations complètement aberrantes où on a des espèces qui sont protégées, donc a priori interdites de pêche. Sauf qu'en fait, on ne protège pas leur habitat. Donc, on autorise des méthodes de pêche pas sélectives sur leur zone de vie. C'est c'est même beaucoup ce qui explique l'hécatombe de dauphins en France, dont vous avez peut-être entendu parler. Donc, des milliers de dauphins sur les estimations de l'Observatoire pélagiste sur l'année dernière, c'était 11 300 dauphins. Donc, c'est catastrophique. Enfin, l'espèce ne peut absolument pas soutenir un tel taux de mortalité. Dans 20 ans, on n'a plus de dauphins sur la façade atlantique.
Pourquoi est-ce que ça a lieu? C'est parce qu'en fait, on a des centaines de bateaux de pêche, dont la plupart sont des petits bateaux, encore une fois, hein, qui posent chacun des dizaines de kilomètres de filets par jour, des filets qui ne sont pas du tout sélectifs, sur la zone de vie des dauphins. Et voilà, arrive ce qui doit arriver. On appelle ça des captures accidentelles. Ça n'a absolument rien d'accidentel. C'est structurel parce que c'est prévisible et c'est évitable. Mais à partir du moment où on n'interdit pas des méthodes de pêche non sélectives sur les zones habitat d'espèces protégées, on ne peut pas dire qu'il y a des espèces protégées. Le cas des dauphins, il est particulier parce que ce sont des animaux qui ont un capital sympathie important. Du coup, on ne les retrouve pas sur les étals des poissonneries, mais vous avez exactement le même problème avec des espèces de requins, notamment des requins renards, qui sont interdits de pêche ciblée, espèces protégées. On autorise des méthodes de pêche, quelles qu'elles soient, sur leurs aires de répartition. Du coup, on se retrouve avec des requins renards qui sont capturés et qui sont vendus en promotion dans les supermarchés ou dans les poissonneries du coin. Et les gens se demandent, mais si c'est une espèce protégée, pourquoi est-ce qu'il est vendu à la poissonnerie? Parce que la loi, en fait, autorise, en cas de capture accidentelle, de revendre la capture. Donc, d'une part, vous ne pouvez absolument pas prouver que le requin a été pêché accidentellement, à partir du moment où il est débarqué. Voilà. Et en plus, ça encourage complètement la capture. Et on ferait exactement la même chose avec les dauphins, sauf qu'on ne le fait pas parce que Flipper le dauphin sur l'étal de la poissonnerie en 2020, ça ne passerait pas. Mais on se l'autorise avec les requins. Ok, c'est clair. Alors maintenant, si à partir de ça, si on essaye de voir comment on pourrait faire autrement, euh, j'ai bien compris qu'il y a deux aspects en fait. Il y a un aspect, de manière générale, on consomme trop de toute façon. Donc il y a un aspect réduction de la consommation. On va y venir dans un deuxième temps, si vous voulez bien. Et dans le premier temps, c'est problème de sélection, c'est-à-dire de type de pratique de pêche qui en réalité ne filtre pas du tout et prend tout un peu comme si c'était pareil, quoi. Si on est sur le premier point, euh, comment on pourrait mettre en place des méthodes sélectives et comment dans les pouvoirs publics, j'ai envie de dire, dans les lois, dans les dispositifs de soutien, qu'est-ce qu'il faudrait modifier pour faire en sorte que ce qu'on encourage ou ce qu'on soutient, c'est des pêches qui soient des pêches respectueuses de la diversité des espèces, des stocks, etc. Alors, les méthodes sélectives, elles existent. Il y a une minorité de bateaux qui les pratiquent. Ça peut être des pêches à la ligne avec des hameçons qui sont conçus pour ne capturer qu'une certaine espèce et avoir très peu de ce qu'on appelle pudiquement des captures accessoires. Mais c'est des bateaux qui pêchent infiniment moins en quantité, très clairement. C'est absolument pas une forme de pêche qui peut répondre au type de demande qu'on a aujourd'hui en poisson. Donc ça veut dire réduire de 90% la production, entre guillemets, du secteur pêche. Donc ça veut forcément dire qu'il faut que beaucoup de gens arrêtent de manger du poisson. Parce que même si... c'est pour ça que c'est un message qui est difficilement entendable et qui est perçu comme extrême. Mais parce que la situation est extrême, il faut des mesures extrêmes, radicales. Il faut prendre le mal à la racine. On est plus de 60 millions. Aujourd'hui, on n'est pas en mesure de pêcher durablement pour répondre à une demande en poisson durable si on veut que ces 60 millions de personnes mangent du poisson. D'ailleurs, à partir du mois de mai, ce sont c'est les calculs qui sont opérés comme pour vous savez, la consommation des ressources planétaires. À partir du mois de mai, ce sont des poissons étrangers que nous consommons. Parce que nos eaux côtières ne peuvent pas supporter la demande française en poisson. Donc, on en revient finalement à l'origine du problème, qui est effectivement la surconsommation. C'est la surconsommation, c'est la demande explosive qui a entraîné aussi cet intérêt pour des méthodes de pêche qui ne sont pas sélectives, qui vont capturer beaucoup en minimum de temps. Et donc voilà, c'est les deux revers de la même médaille en fait. Il faut que la demande diminue drastiquement pour que une petite pêche vraiment sélective suffise. C'est aussi simple que ça, en fait.
Ok, c'est clair. Alors maintenant, si je fouille un peu le sujet, il ne s'agit pas de dire aux gens mangez moins de poisson et mangez plus de viande, parce que la difficulté, Ouais, elle est la même bien sur, on va sûr. dire, la surconsommation des ressources dans la production de viande. Donc nécessairement, ça veut dire développer des alternatives. Mm, Alors on pense tout de suite à tout ce qui est protéines végétales, par exemple. mm. Ah bon, et après, ce qui n'est pas sans poser par exemple d'autres problèmes, mais je ne vais pas y revenir ici, importation de soja, enfin bref, c'est pas le Non, alors sujet. non, 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 non. Alors l'importation de soja, c'est un faux problème. L'importation de soja, aujourd'hui, tout soja qui est importé du Brésil est utilisé pour nourrir les animaux d'élevage. Bien sûr. Le soja pour la consommation humaine est du soja français sans OGM. Donc ça me fait penser à une discussion de bistrot que j'avais entendue au lendemain des incendies en Amazonie, où le gars dit euh, au, au- au- au tenancier ah, mais ils nous emmerdent avec leur soja brésilien. Moi, je préfère manger ma bonne côte de bœuf et qu'on leur laisse aux végétariens leur soja brésilien. J'ai envie de dire, mais soja brésilien, c'est pour nourrir le bœuf que tu as dans ton assiette. Parce que les végétariens, ils mangent du soja made in France, qui n'a pas, nécessité la déforestation de forêts primaires et qui est sans OGM. Non, pas de problème là-dessus. Je reformule donc mon objection. Je dis juste, on dit protéines végétales et quand on le dit, on l'entend bien comme étant des protéines végétales produites ici et Mm, pas ayant recours à bien l'importation. sûr. Voilà. Mm. C'est ça que je voulais formuler. Mais pour aller à ma question c'était est-ce que est-ce qu'une une politique qui donc passe par une réduction de la consommation de poissons, elle passe par la promotion d'alternatives Bien sûr. marines Mm. de type végétal? Voilà, c'était ça Bah oui, une. pourquoi pas, bien sûr. C'est déjà, ça existe déjà. Après, nous, en France, sur la question végétale, que ce soit terrestre ou marin, on est quand même très en retard. On a fait des progrès sur les 10 dernières années, mais on est très en retard par rapport aux pays anglo-saxons qui ont 20 ans d'avance sur nous là-dessus. Mais très clairement, les alternatives végétales sont la solution inéluctable. Il faut qu'on réduise notre consommation de protéines animales, euh, terrestres ou marins, peu importe. Le, le, le fait est que nous sommes plus de 7 milliards, et donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte dans la façon dont on consomme. Parce qu'on nous dit, mais on a toujours mangé de la viande, du poisson, etc. On n'a jamais été aussi nombreux. On n'a pas fini d'augmenter a priori. On a prédit 9 milliards d'ici à 2050, il me semble. C'est injouable. C'est injouable. Donc en fait, là, on est face à une question très simple. D'ailleurs, c'est la théorie de l'évolution de Darwin. Une espèce qui ne s'adapte pas disparaît. Donc il faut qu'on s'adapte au nombre que nous avons atteint. Si notre consommation, si on continue à se comporter comme si on était 100 millions, mais c'est juste intenable. Donc, à nous de nous adapter ou de disparaître. Et le problème, c'est qu'en plus, on fait disparaître avec nous et même avant nous le reste du vivant. Ok, alors je suis obligé de poser toutes les questions, quel que soit Oui. mon avis personnel après. Euh, Vous disiez tout à l'heure, la pêche n'est pas une forme d'élevage, en fait, c'est une forme de prédation. Alors, Alors, je ne parle pas du poisson d'élevage, de l'aquaculture pour le coup, voilà, mais c'était ça, c'est là-dessus, c'était là-dessus la question que je voulais vous poser. C'est quoi votre regard là-dessus? Ça existe déjà? Est-ce que c'est un secteur mm, qui doit croître? Ça pose plein d'autres questions, hein, je le sais bien, mais je mm, pose toutes les questions pour ouais, qu'on ouais. ait un regard assez Non, large mais sur ça. l'aquaculture, effectivement, est devenu un secteur très conséquent, très problématique d'un point de vue écologique aussi, notamment quand vous avez de l'élevage de poissons carnassiers, comme les saumons. Il faut 7 kilos de poissons sauvages pour faire 1 kilo de saumon d'élevage. C'est catastrophique. Ça, en plus, ça inclut plein de problèmes environnementaux dus à la concentration d'animaux dans des fermes d'élevage, donc qui sont bourrés d'antibiotiques, avec des animaux malades, qui parfois s'échappent et contaminent ensuite les poissons sauvages. C'est pas la solution. Enfin, il ne faut pas compter sur l'aquaculture pour maintenir le niveau actuel de consommation de poissons. C'est intenable. C'est pareil, c'est quelque chose qu'il faut réduire drastiquement si, si on veut absolument manger du poisson, et si on veut que ça ait un sens. Ok, c'est clair, on a votre regard sur tout ça de manière très précise. Peut-être une interrogation sur, au-delà de la pêche elle-même, vous avez dit que les filets sont le premier facteur de pollution des océans. Il y en a d'autres, les plastiques.
il peut y en avoir d'autres, le trafic maritime, etc. Qu'est-ce que serait une politique de protection aujourd'hui des océans? Sans revenir sur l'aspect pêche, parce qu'on en a parlé et j'ai compris qu'il était déterminant, hein, mais il y a aussi d'autres facteurs. Qu'est-ce que vous préconisez comme autre forme de réglementation? Alors, effectivement, il y a d'autres sources de nuisances. Bon, le plastique est sans doute la menace qui arrive tout de suite derrière la pêche. Donc, des mesures évidentes comme l'interdiction du plastique à usage unique, ça, c'est une chose. Après, sur la question du trafic maritime, ça c'est aussi hyper important. Réduire les vitesses, hein. On se rend compte que quand on réduit les vitesses du trafic maritime, on épargne un nombre conséquent de mammifères marins qui sont percutés, et notamment dans les régions à très fort trafic maritime comme la mer Méditerranée, au niveau du détroit de Gibraltar. Il faut imposer des normes là-dessus et pas laisser ça uniquement au bon vouloir des compagnies maritimes qui parfois, pour gagner 45 minutes ou 1 heure sur la traversée, vont atteindre des vitesses qui font qu'elles ne pourront pas éviter les mammifères marins sur leur chemin. Il y a la pollution sonore aussi. Alors la pollution sonore, enfin les poissons vivent littéralement dans une discothèque permanente. Et ça, ça c'est très compliqué, mais c'est encore une fois, c'est dû aussi à notre mode de fonctionnement, à notre société de surconsommation, qui fait que voilà, qu'on achemine tellement de biens, de matériel, de personnes sur la mer, et qui fait que voilà, on a des millions de bateaux dans tous les coins, des forages offshore. Alors c'est encore une bombe à retardement aussi. Non, mais c'est très important ce que vous dites parce que ça fait le lien entre les difficultés qu'on a et aussi un modèle d'organisation, du libre-échange, de la circulation des marchandises permanentes. Et je trouve qu'on fait bien le lien avec ce que vous avez dit. Est-ce que on doit aller aussi vers des interdictions tout simplement de trafic maritime dans certaines zones, pas que pour l'océan, mais on sait par exemple que les ferries dans un certain nombre de villes en Europe produisent aussi des pollutions Oui. des nuisances qui empoisonnent en particulier la vie des gens qui habitent souvent et qui sont d'ailleurs dans les quartiers les plus populaires de ces villes généralement. Je pense à Marseille, à Barcelone. Est-ce qu'on doit aller vers aussi des formes d'interdiction du trafic? Et deuxièmement, euh, on a l'impression qu'il y a une impuissance ou une inaction en tout cas des pouvoirs publics à engager des plans véritables de dépollution marine. Est-ce que vous avez un peu réfléchi à cette question? Je pense qu'en fait, c'est un problème qui est global. C'est une inaction sur la dépollution marine, mais qui est en fait le corollaire d'une inaction globale sur la façon dont fonctionne le monde et ce qu'on place en priorité. Donc, on n'a pas élu des gens qui nous ont promis des politiques d'écologie radicale ou de lutte contre les injustices, qu'elles soient sociétales ou environnementales. Et donc, j'ai envie de dire, il n'y a pas eu vraiment tromperie sur la marchandise. Enfin, au niveau écologique, en tout cas, c'était très clair dès le départ. Moi, j'aurais été étonnée, agréablement surprise, très étonnée de voir le gouvernement avoir un courage quelconque sur la question écologique. Alors, ils ne nous avaient pas affiché ça, hein, et pourtant, voilà, ils ont été élus. Donc, il faut aussi que les gens comprennent que si on veut que ça change, ça viendra de nous, parce que il faut un vrai courage politique pour prendre les mesures qui amorceront un changement suffisant, un changement radical. Et il n'y a pas un politique qui fera ça. Quand je dis un, c'est un ou une qui fera ça, si ce n'est pas ce pourquoi il a été élu. Quand on voit que parfois même ils ne tiennent pas leur promesse électorale, ils ne vont pas en plus faire un truc pour lequel ils ne s'étaient en plus même pas engagés. Donc, à nous d'exiger ça dans les programmes politiques, à nous de dire que c'est une priorité, on veut que ça change à ce niveau-là, on veut des gens qui ont le courage de prendre des décisions dont ils ne vont pas forcément bénéficier, parce que justement, l'échelle de temps en matière d'écologie, elle est longue. Ce n'est pas les mêmes échelles de temps que les échelles de temps électorales. Donc, on va prendre aujourd'hui des mesures qui pourront être perçues comme radicales, qui sont nécessaires, indispensables, urgentes,
donc qui ne vont pas forcément booster votre popularité. Et les bénéfices, finalement, arriveront quand vous serez plus aux manettes. Donc, pour le faire, il faut se sentir soutenu. Sinon, sinon on ne le fait pas. Donc, à nous de soutenir ceux dont on veut qu'ils aillent dans cette direction. Alors, il faut se sentir soutenu ou en tout cas avoir une pression populaire. Donc, ça m'amène à Oui, une question, bien c'est sûr. vous, dans le travail que vous faites en tant qu'ONG, j'imagine que vous travaillez aussi avec d'autres ONG, avec, on va dire, la société civile, c'est le mot qu'on utilise parfois. Euh, Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a quand même une prise de conscience de plus en plus importante sur ces enjeux? Est-ce qu'il y a des dates de mobilisation ou des formes de mobilisation citoyenne qui se développent sur ces questions des océans notamment? Et est-ce que vous avez le sentiment que la période de confinement, elle peut être aussi propice à ce que les gens s'interrogent un petit peu sur les modes de développement de nos sociétés et se rendent compte que ça ne peut pas être tenable très longtemps de détruire à peu près tout ce qu'il y a autour de nous? Alors, je ne ferai pas de pronostic sur ce qui va se passer dans la tête des gens pendant le confinement. Je pense qu'on pourra le voir avec le recul. Euh, je sais pas s'il faut être optimiste ou pessimiste là-dessus. J'espère, en tout cas, que ça va éveiller certaines consciences. Mais plus qu'éveiller certaines consciences, vraiment bousculer le statu quo et qu'on va du coup passer à l'action. Je pense qu'au niveau politique, par contre, a priori, ça n'a pas l'air de vibrer dans le bon sens. Hein, je trouve, au contraire, les signaux qui nous arrivent sont plutôt inquiétants. On parle plutôt de relancer l'économie à tout prix, de geler les mesures environnementales. Donc voilà, hein, si on suit le programme du MEDEF, c'est clair qu'on va droit à la catastrophe et je crains que les pouvoirs publics aillent plutôt dans ce sens-là. Sur les questions sur lesquelles nous on travaille, on se rend bien compte que au niveau du gouvernement, on cherche à noyer le poisson, sans faire de mauvais jeu de mots, à gagner du temps. On a la réunionite aiguë, hein, donc on se réunit, on discute, ça fait 15 ans qu'on se réunit, hein, sur la question des dauphins, ça fait 15 ans qu'on cherche des solutions, qu'on essaie de comprendre ce qui se passe, on sait très bien ce qui se passe. Mais voilà, en fait, on est vraiment dans un foutage de gueule permanent. Moi, je l'expérimente très bien sur cette question-là, mais j'ai bien compris que c'était à peu près la même chose dans de nombreux autres secteurs. Et donc, c'est pour ça que je n'ai pas trop d'espoir du côté politique du gouvernement. Ça ne viendra pas de là, à moins que, effectivement, il y ait une pression populaire qui devienne intenable, qui fasse que c'est ça où il dégage, quoi. Mais sinon, je ne m'attends pas à ce que le gouvernement ait une révélation pendant ce confinement et que d'un seul coup, ils se mettent à avoir du courage, de l'anticipation. Voilà. Et je ne veux pas focaliser forcément sur ce gouvernement actuel parce que vraiment, quand je vois un peu ce qui s'est passé sur les gouvernements précédents, ça n'était guère mieux. Là, on va juste un peu plus loin dans le même, un peu plus vite vers le mur, quoi, mais voilà, il n'y a pas eu de gouvernement exemplaire auquel on penserait avec nostalgie en se disant c'était tellement bien à cette époque. Non, et je pense que de toute façon, ça n'ira mieux que si comme je le disais tout à l'heure, ils se sentent soutenus dans cette politique ou effectivement qu'ils sentent la pression. La pression qui vient des citoyens et qui ne leur laisse pas le choix, en fait. Ils sont aux manettes, c'est eux qui pilotent le train. Le train va droit dans un précipice, on est tous dedans, nous, nos enfants, les générations futures. Il faut qu'on les oblige à changer de cap. Ok, c'est très clair. Voilà, moi j'ai fait un peu le tour des questions que je voulais vous poser. Je ne sais pas s'il y a quelque chose que vous voulez rajouter, un point peut-être qu'on n'a pas abordé qui vous paraît important. Non, si ce n'est que oui, non, mais pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, parce que vraiment, on nous demande beaucoup la question de l'océan, qu'est-ce qu'on peut faire pour protéger l'océan. Le message qu'on a, c'est si vous n'avez pas mangé de poisson pendant cette période de confinement, vous vous rendez compte qu'en fait, ça n'a pas changé radicalement votre vie.
Ça peut changer radicalement notre avenir si on freine tous sérieusement sur la consommation de poissons. Donc le jeu en vaut la chandelle. Donc si, ne serait-ce que ça, cette prise de conscience-là, si elle pouvait se faire au sortir du confinement, je me dirais qu'on n'a peut-être pas tout perdu dans le drame qui nous arrive. Et puis surtout, peut-être aussi vraiment de comprendre que ce qui est en train de nous arriver aujourd'hui avec le Covid-19, euh, c'est une partie de campagne à côté de ce qui nous attend face à l'effondrement du vivant. Et donc, si ça ne nous sert pas de Avertissement, eye-opener, je ne sais pas pourquoi j'ai le mot en anglais, mais si ça ne nous ouvre pas les d'avertissement, yeux, oui, d'alerte. bah dans ce cas, on a vraiment toutes les raisons d'être inquiets. Et je pense surtout pour ceux qui n'ont pas d'enfants non plus, mais ceux qui ont des enfants. Moi, j'étais écologiste avant d'être maman. Aujourd'hui, j'ai une petite fille de 3 ans et demi. Et vraiment, quand je vois où on va, j'ai la boule au ventre parce que je vois le monde qu'on est en train de lui laisser à elle et sa génération. Et c'est l'enfer, en fait. C'est l'enfer sur Terre. Et voilà, donc les enfants, c'est ce qu'on a de plus cher au monde. On n'a pas envie de les voir souffrir. Et pourtant, c'est ce qu'on est en train de leur préparer pour demain. Donc si ça n'éveille pas les gens, si ça ne rend pas tout le monde écologiste dans l'âme, bah, c'est qu'on est vraiment, on s'est vraiment perdu en route. Voilà. Ok, bon, on va essayer de faire le boulot pour essayer de contribuer, en tout cas, au fait qu'on utilise ce moment-là comme une alerte et que le monde d'après soit pas une pâle copie, voire pire que le monde d'avant. Voilà, je pense que c'est une partie du travail aussi qu'on doit mener dans les prochaines semaines. Donc, merci beaucoup d'avoir participé à cette audition, d'avoir répondu Avec plaisir. à ces questions. Bon courage pour la suite de votre activité parce que je pense elle est très importante pour nous tous. Merci.